Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live métier en coulisses avec Lola. Bonjour Lola. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir et merci beaucoup de donner 30 minutes de ton temps pour présenter ton parcours et métier. L'idée de ce live, c'est qu'il soit interactif. Donc surtout, n'hésitez pas à utiliser le chat, à nous dire d'où vous nous écoutez, pourquoi vous êtes là. Est-ce que c'est par curiosité ou est-ce que vous travaillez déjà dans le domaine de la food ou dans le design? C'est toujours intéressant de savoir. Et puis évidemment, toutes les questions que vous aurez pour Lola. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, Chance, c'est un bilan de compétences et une communauté d'entraide professionnelle qui dure 3 mois pour aider chaque personne à trouver sa place dans le monde du travail et ou alors à réajuster ce qui ne va pas dans son travail. Parce que parfois, en fait, le métier, c'est pas ce qui pose problème, ce sont d'autres choses autour, l'environnement, la manière dont on l'exerce, etc. Et Chance vous aide à prendre conscience de tout ça. Et dans le parcours, il y a 3 grandes phases, l'introspection, l'exploration, l'action. Et là, ce qu'on vous propose via ces lives, c'est d'explorer le champ des possibles, donc avec plus de 50 professionnels qui sont venus témoigner. Et aujourd'hui, c'est Lola. Bonjour à tous. Je vois qu'il y a des gens de Rennes, de Bourgogne et de Nantes qui sont là pour t'écouter. Ah, Euh, Nantes, déjà dans le design, peut-être. euh, Lola, pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un peu qui tu es, ton parcours, les choix que tu as fait dans les études pour arriver jusque là où tu es aujourd'hui? Eh bien, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle donc Lola, j'ai 30, bientôt 33 ans. Donc, on va dire que je suis designer. Vous allez voir, enfin, le terme peut regrouper pas mal de réalités différentes. Donc, assez jeune, je savais que je voulais faire des arts, ce qu'on appelle des arts appliqués, donc du design au sens large. Et je suis partie dès mon lycée. Je suis partie à l'époque, ça s'appelait STI, le bac STI art appliqué. Donc je me suis spécialisée dès ce moment-là parce que je pensais vraiment que j'allais m'ennuyer en lycée général et que je n'allais pas avoir de bons résultats. Et donc suite à mon bac art appliqué, j'ai fait un BTS design de produits. Ça, je l'ai fait parce que ce que je trouve intéressant dans le design, c'est de savoir qu'on va pouvoir s'intéresser à plein de sujets différents et qu'on va pouvoir venir en mode projet et réfléchir à la forme que prend un objet, comment il répond à ses fonctions, ou même ça peut être aussi le design d'un service ou de plein de choses différentes, mais de savoir qu'on va pouvoir agir sur plein de sujets différents. Mm. Donc voilà. Donc d'abord un BTS et après ce qui s'appelait un diplôme supérieur des arts appliqués, qui est en création, en conception, en design industriel. Donc ça, j'ai fait ça dans les écoles Boulle et Olivier de Serres à Paris. Et à la fin de mes études, je devais partir en stage en Suède. J'avais une année de, de fin d'études, voilà, et puis j'ai été, il s'est passé 2-3 trucs et au final j'ai pas pu partir, un peu des trucs de santé et tout, et il se trouve qu'à ce moment-là, mes parents avaient besoin d'aide, ça n'a rien à voir, dans leur agence immobilière, et je suis allée leur prêter main forte pendant 1 an et demi, 2 ans pratiquement. Donc je suis complètement sortie du design. Ce qui, en plus, était un peu compliqué parce que tu viens de faire plein d'années d'études et puis tu te retrouves un peu perdu et puis tu te sens plus du tout légitime à retourner dans ce monde. Ouais. Et j'ai, au bout de 1 an et demi, 2 ans, revu des anciennes camarades qui avaient des activités soit de freelance, soit qui étaient employés par ailleurs. Et en discutant, on s'est rendu compte qu'on avait envie de travailler ensemble, qu'on avait envie de tester des projets. On les a testés. Moi, ça m'a permis de retourner dans le métier sans passer par un chemin classique, on va dire, d'aller en agence et de faire ses preuves et d'avancer comme ça. Donc, on a commencé à prendre des projets, on va dire, en freelance, mais sans statut vraiment ensemble, en se disant qu'on avait des compétences différentes dans les champs du design et que c'était hyper intéressant, par exemple, pour un lieu qui se montait, de pouvoir faire à la fois la communication et les logos, de faire le dispatch dans l'espace, de penser le mobilier de vente ou de vie qu'il allait y avoir dans le lieu. Et donc, on a fait notre premier projet comme ça.
On a trouvé que c'était un bon fonctionnement. On en a fait un deuxième. Et c'est à ce moment-là, en 2015, qu'on a décidé de monter une entreprise ensemble et de s'associer. Et c'est comme ça que j'ai pu réintégrer le design et de revenir, du coup, moi, avec la casquette aussi d'avoir été dans une entreprise familiale. Et c'est moi qui suis devenue la gérante de l'entreprise. Voilà. Génial. Et au fur et à mesure, le truc du design, c'est que on devient spécialiste et on commence à rentrer dans un métier en faisant les projets au fur et à mesure. Et nous, comme on aimait bien la nourriture, très vite, on s'est spécialisé dans l'événementiel gastronomique. Et c'est comme ça qu'on peut dire que je suis dans la food et le design. Et désolée, cette première réponse est assez longue, mais toujours pour expliquer un peu ce que je fais aujourd'hui. Oui. Avec mon associé, donc on s'est retrouvé un peu dépourvu en 2020 quand il y a eu le Covid, puisque forcément il n'y avait plus d'événements. Et c'est là qu'on a monté le nouveau projet qui aujourd'hui nous prend pas mal de temps, qui s'appelle Salive, et qui sont ce qu'on appelle des micro-voyages gustatifs, donc qui ont d'abord été pensés pour pouvoir retourner au restaurant quand les restaurants étaient encore fermés et ne pouvaient faire que du click and collect. Et qui continue à fonctionner aujourd'hui parce qu'en fait, ça nous permet d'explorer ce que c'est le microtourisme, de faire découvrir d'autres cultures et d'autres nourritures au travers de balades d'1h30, 2 heures qui se font en autonomie avec tous les outils qu'on livre dans un kit, c'est-à-dire les couverts, des petits tickets à aller échanger dans des restaurants et le petit plan d'une balade à suivre. C'est génial comme voilà. projet. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, effectivement, c'est des balades, découvertes de Paris via la food. Vous avez votre petite carte d'un quartier de Paris que vous allez explorer et vous allez passer par tous les restaurants du plan qui sont partenaires avec Lola. Je l'ai pas encore fait, mais j'ai hâte de le faire parce que je trouve le concept génial. Et merci beaucoup pour ton partage. Parce qu'en fait, c'est intéressant à plein de niveaux de se dire que ce qui s'est passé quand la Suède n'a pas pu se faire et que finalement tu travailles dans l'immobilier avec tes parents, tu pourrais te dire égarement total, ça n'a pas de sens par rapport à ce que je voulais faire, mais ça t'a permis d'acquérir des compétences de comment une entreprise fonctionne, ce qui du coup toi quand tu as lancé la tienne a pu faire que tu connaissais un peu le côté plus business. Et de la même manière on dit, on répète chez Chance que les rencontres sont vraiment fondamentales dans un parcours et que c'est cette amie que tu as recroisée qui t'a remis le pied à l'étrier. Donc c'est génial parce que ça montre que en fait parce que beaucoup de gens arrivent chez Chance en se disant c'est trop tard, j'ai pas fait les bons choix, là j'aurais dû faire ça. En fait, les bifurcations sont possibles et du coup c'est génial parce que tu l'illustres. N'hésitez pas donc à poser des questions plus spécifiques si vous en avez pour Lola dans le chat. Moi j'en ai plein, mais bon, vous avez le droit aussi d'en poser. La première, c'est est-ce que tu peux nous raconter un peu ton quotidien pour qu'on arrive un peu à se projeter. Donc je me doute qu'en étant entrepreneur, c'est peut-être beaucoup plus varié qu'une salariée, mais une semaine type de Lola, à quoi ça ressemble? Du coup, il y a beaucoup de casquettes différentes. Donc, on va dire que il y a tout ce qui va être opérationnel. Donc, comme tu vois, nos kits, il y a nos parcours, il y a des kits. Donc, il y a des choses. Pour l'instant, on est toutes les deux avec mon associé. De temps en temps, on est rejoint par une stagiaire, mais il y a quand même pas mal de tâches, on va dire, qui sont de préparer tous ces kits-là. Donc, de ces tâches-là découle aussi toute la gestion des stocks, de vérifier qu'il y a tout au bureau, qu'on va pas manquer de papier, qu'on va pas manquer de couverts, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est, on va dire, partie gestion des stocks. Après, il y a toujours un moment dans la journée, en règle générale, on commence un peu par ça, qui est gérer la relation client, parce que du coup, on a aussi une casquette où on fait du B2C, donc principalement, donc les gens souvent ont des questions qu'ils ont posées pendant le week-end. Il faut faire cette gymnastique tous les jours. Dans une semaine, on a aussi évidemment comme une casquette de chef d'entreprise, il y a aussi une casquette de comptabilité. Donc là, il y a vraiment deux volets. Il y a à la fois suivre son quotidien, ce qui s'est passé, et puis il y a aussi la casquette de prévoir. Donc ça, c'est peut-être pas toutes les semaines, mais en tout cas, c'est de tenir un tableau et de catégoriser ce qu'on a rentré, ce qui est sûr dans nos prévisions.
et ce qui est, on va dire, de l'ordre du prospect et d'aller de voir un peu plus loin. Est-ce que dans le trimestre qui arrive, dans les 6 mois qui arrivent, on a des commandes en cours? Est-ce qu'il faut qu'on relance des gens? Est-ce qu'il faut qu'on aille chercher des concours? Voilà. Et puis après, il faut aussi sortir parce faut aller voir à quoi ça ressemble les parcours. Il faut aller voir dans des quartiers. Donc ça, c'est peut-être pas toutes les semaines non plus, mais il fallait rencontrer des gens et savoir ce qu'ils font à manger, savoir ce qu'ils ont à raconter. Parce que, alors ça, c'est plutôt mon associé qui s'en occupe, mais il faut aussi faire du contenu multimédia pour les réseaux sociaux, pour la communication. La communication, parce que s'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de vente. Oui. Voilà, réfléchir à... Là, par exemple, en ce moment, on a un chantier qui est il faut qu'on commence à automatiser pas mal de tâches. Donc, ça veut dire faire évoluer les outils web. Mais par contre, on n'est pas du tout du métier du web. Donc, on sait à peu près faire un WordPress et le faire tourner. Mais là, c'est pareil. C'est aller chercher les bonnes compétences, aller chercher... donc, voilà. C'est toutes les casquettes, en fait. Ouais, c'est ça qui est passionnant et ce qu'il faut bien, enfin, ce dont il faut être conscient quand on se lance à son compte, c'est qu'en fait, la partie de cœur du métier que tu adores faire, bah, elle est toujours là, mais il y a plein d'autres casquettes sur lesquelles il faut être formé. Après, je trouve ça aussi passionnant de monter en compétence sur plein de choses. Et puis en plus, quand tu le fais pour toi, c'est, j'imagine, aussi très différent. Je vois, il y a une première question de Pierre qui arrive. Bonjour Lola, quels sont les conseils que tu aurais aimé qu'on te donne avant de te lancer dans ce projet entrepreneurial? Merci pour ton partage et bravo pour ce projet salivant. Alors les conseils, je pense que par exemple, et je pense que ça s'entend dans mon discours, j'ai toutes les casquettes. Et on s'est beaucoup habitué avec mon associé à travailler comme ça. Et je pense que si on nous avait expliqué avant que c'est très bien d'être entrepreneur, mais d'apprendre dès le début à dire ça, c'est pas ma compétence et je vais la chercher ailleurs, peut-être que c'est pas possible pour tout le monde parce que ça demande parfois plus d'investissement. Mais au final, tu vois, là, je te raconte toutes mes casquettes, c'est pas forcément ultra positif non plus parce que ça veut dire qu'on se noie des fois et qu'on se perd et qu'on fait pas forcément très bien. Donc, d'apprendre à, on va dire, d'apprendre à déléguer dès le début et de dire ça j'ai envie d'apprendre et ça je peux le faire et je peux le développer et ça en fait non, ça prendra moins de temps si quelqu'un d'autre le fait, et d'apprendre aussi à développer la confiance avec quelqu'un d'extérieur au projet et de trouver les bonnes personnes, on va dire. Merci beaucoup. Et justement, ça me fait une bonne transition sur la question un peu phare des live métiers en coulisses. C'est quel est le sens que tu y trouves? En quoi ça te nourrit? En quoi tu te sens à ta juste place dans ton métier? Je pense qu'on a tous des profils un peu différents et il y a des gens qui aiment bien. Souvent, moi, je vois deux grandes catégories, c'est-à-dire des gens qui aiment bien être experts de quelque chose, d'un domaine, et de se spécialiser de plus en plus, et de tendre peut-être à être le meilleur dans ce qu'il fait, d'avoir la meilleure proposition. Et puis, il y a des gens un peu multitâches. Moi, je me vois plutôt comme quelqu'un de multitâche. Et je pense qu'en fait, je m'ennuierais et je trouverais pas de satisfaction à essayer de faire toujours le mieux possible. Mais du coup, avoir quelque chose où je peux explorer tous les champs, tester plein de choses et en voir de partout, ça me nourrit énormément. Et puis surtout de le faire sur le sujet de l'alimentation et de la nourriture qui lui, pour le coup, je pense me passionne énormément. Et puis surtout créer un produit qui est là pour le plaisir des gens, quoi. Donc tout ça c'est cool. C'est la bonne transition pour parler justement de cette passion que tu as pour la food. Peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent, si tu veux parler peut-être de ta newsletter, de tes réseaux, de là où ils peuvent te trouver. Oui, tout à fait. Alors j'ai aussi dans les 1000 casquettes. J'ai une casquette que je dirais qui est un peu paraprofessionnelle, on va dire, parce que ça nourrit aussi ce qu'on peut faire avec Salive en tant que designer. Mais j'ai une newsletter qui s'appelle 1 litre d'huile par semaine, qui était à l'origine un vieux blog de cuisine et que j'ai réactivé l'année dernière, et qui me permet une fois par semaine d'écrire une recette et de raconter une petite histoire autour. Donc ça peut être des histoires culturelles, ça peut être
une ancienne actualité ou n'importe quoi qui est lié à un fil que je tire. Donc voilà. Et le... On retrouve. Pardon? Oui, j'allais dire comment on peut la retrouver. Eh ben, est-ce que je peux mettre le lien dans le chat? N'hésite pas. Ah bah, il y a Valérie qui a été encore plus rapide, regarde. Ah là là, elle l'a Génial. trouvé. Ben, voilà. Merci beaucoup. Voilà, et du coup, c'est Elspun sur Instagram aussi, LSPUN. Génial. Et à l'inverse, parce que l'idée de ces live métiers, c'est vraiment de donner une réalité terrain et d'enlever les fantasmes positifs ou négatifs, les idées reçues qu'on peut avoir. Et la réponse est évidemment subjective. Mais toi, quelles sont les parties qui te pèsent le plus, que tu aimes moins dans ton quotidien? Bah du coup, il y a d'être son propre patron et de devoir aller chercher soi-même les contrats. Il y a des grands moments d'insécurité. Alors moi, on va dire, j'ai beaucoup de chance et les moments où je suis très inquiète, j'ai des gens autour de moi qui sont là pour me rassurer. Mais c'est vrai que par exemple, un poste, on a eu de la chance pendant le Covid où nous, on avait un code APE qui a été aidé par les fonds de solidarité. Et c'était très bien. Mais il se trouve que c'était pas non plus en phase avec vraiment la réalité des projets et l'événementiel, ça a mis beaucoup de temps à redémarrer. Et nous, on a perdu beaucoup d'argent l'année dernière. Et ça, c'est un stress, c'est un gros stress. Faut être capable de le gérer et il faut être capable aussi on va pas se mentir, hein, de matériellement pouvoir éventuellement l'encaisser. Donc Ouais. c'est pas donné à tout le monde. Mais ça là-dessus, il y a des choses qui peuvent, il y a des choses qui peuvent aider. Donc, il faut, si on veut démarrer un projet entrepreneurial, il faut vraiment se faire accompagner. Il y a plein de réseaux qui sont super. Le réseau Initiative. Nous, on est accompagné par une association qui s'appelle Mieux Entreprendre, qui avant s'appelait le ME 93. Et c'est très important parce qu'en fait, il y en a plein des ressources d'avoir des taux après zéro qui, par exemple, si vous les remboursez pas, c'est pas, ça vous fichera pas, ça vous mettra pas dans l'embarras ou des choses comme ça. Donc, c'est important d'aller chercher ces soutiens-là si on n'a pas économisé avant sur d'autres projets. Ouais. Oups, pardon. Les aléas du direct. Excusez-moi, c'est mon téléphone, je le coupe. Une autre question que j'ai pour toi, qui est aussi importante, parce que sans ça, malheureusement, on ne peut pas se lancer, en termes justement de salaire et de rémunération, comment tu as géré cette partie-là, à partir de quand tu as réussi à en vivre, et sans nous donner évidemment ton salaire, est-ce que tu peux nous donner un ordre de grandeur pour qu'on sache? Alors déjà, donc nous, quand on a monté Ravage en 2015, soit on avait des situations différentes, parce qu'aujourd'hui on n'est que 2 associés, mais à la base on était 4. Ça aussi c'est un point, un point intéressant dans des projets qui peuvent Ouais. le départ des associés, pour diverses raisons. Mais en tout cas, nous, on s'était mis d'accord ensemble sur ce qu'on voulait, et donc l'idée c'était que on puisse avoir d'autres ressources pour vivre pendant un an. Donc moi, comme j'avais travaillé, du coup, j'étais salariée pour le coup de l'entreprise de mes parents, et que je devenais la gérante, j'avais le droit au maintien de mes indemnités Pôle emploi, parce que justement, je devenais créatrice d'entreprise. Ouais. C'était le cas d'une de mes autres associées, donc nous, on avait le chômage, il y en avait 2 autres qui, du coup, étaient pas full-time sur le projet au début parce que justement, elles avaient besoin de continuer à avoir une activité rémunératrice à côté. Et on s'est dit, tout ce qu'on rentre pendant un an, ça nous sert à constituer la trésorerie. Et on a commencé les filles, mes associés se sont salariés au bout d'un an et moi au bout de 2 ans. Donc c'est une échelle de temps assez longue et c'était bien d'avoir ce temps-là pour avoir suffisamment de roulement et suffisamment de clientèle qui roule pour se dire qu'on peut se payer tous les mois. Et après, nous, on a aussi fait ce système et de monter une entreprise et de se salarier parce que moi, je crois au salariat. On est un métier de designer où il y a beaucoup de freelance
Et c'est aussi beaucoup d'insécurité. Et moi, je trouve que le salariat, c'est quand même bien. Et de se dire qu'on a une assurance maladie. Le jour où on tombe enceinte, on a un congé maternité. Et toutes ces choses-là, c'est important. Donc, on s'est jamais beaucoup payé. Mais par contre, on s'est toujours payé. Et encore aujourd'hui, j'ai un salaire plutôt modeste. Mais je suis très contente de savoir que il est là tous les mois. Et les très bonnes années, on a eu des petites primes, mais ça n'a jamais été délirant. On préfère la sécurité. Et par ailleurs, de jamais avoir été trop gourmande, ça nous a permis par exemple, d'encaisser l'année dernière, qui était une année très difficile. Et du coup, oui, on a mangé toutes les réserves et tous les reports à nouveau qu'on avait sur notre trésorerie, mais la boîte existe toujours, on est toujours salarié. Ouais. Oui, c'est ce que tu m'expliquais. En fait, c'est que donc tu es entrepreneur, mais tu as pris je sais pas comment s'appelle ce format, qui fait que tu es salarié de ta propre entreprise, donc tu n'es pas freelance, etc. Moi, donc sur Rava, je suis gérante minoritaire, ce qui me donne le droit d'être une assimilée salariée. C'est-à-dire que globalement, je cotise à tout comme une salariée, si ce n'est Pôle emploi, parce que du coup, c'est moi qui ai signé les 2 parties de mon contrat de travail, et j'ai pas un salaire, j'ai pas le salaire, le niveau de salaire des cadres, mais je suis obligée de cotiser à la caisse de retraite des cadres. Et donc voilà. Non, mais hyper intéressant parce que c'est aussi une des choses à regarder quand on se lance, tous les formats d'entreprise possibles et bien se renseigner sur celui qui nous convient le plus. Je vois une question de Gwen qui est arrivée dans le chat. Comment s'équilibre la vie d'entrepreneur avec la vie perso en termes de temps? Est-ce que tu te fixes des horaires ou ça dépend des périodes? Eh bien, ça, c'est une question intéressante parce que, par exemple, mon associé et moi, on n'a pas les mêmes besoins et on n'a pas les mêmes façons de faire. Moi, j'ai besoin de limiter dans le temps. Donc, j'ai besoin de me dire que, quoi qu'il arrive, le matin, je vais au bureau et de me dire pendant ces heures, de considérer que j'ai des heures ouvrées, en fait, vraiment comme des salariés, et parce que ça me donne aussi, moi, la liberté psychologique de me dire, une fois que c'est fini, c'est fini. Mais je sais qu'il y a des gens qui préfèrent fonctionner autrement, et de temps en temps, je me l'autorise aussi, donc ça peut être de buller à un certain moment et puis de finir de travailler sur son canapé le soir ou des choses comme ça. Mais moi, je trouve ça pas mal de se donner quand même, de se fixer quand même des horaires, même si évidemment, des fois, il y a des projets qui demandent de le dépasser ou ponctuellement. Mais même pour pouvoir savoir que, par exemple, tel soir, toutes les semaines, je pourrais aller à mon cours de sport ou s'organiser comme ça, je trouve ça pas mal. Ouais. Mais effectivement, comme tu le dis, chacun a des besoins différents sur ça. Et du coup, faut les connaître et effectivement aussi se mettre d'accord avec son associé. On pourra en reparler juste après, parce que c'est intéressant aussi cette question. Il y a Chloé qui demande, est-ce que c'est possible de choisir un statut freelance et ensuite de changer pour se mettre en salarié de son entreprise, comme tu disais? Si l'entreprise, elle existe et que tu fais du freelance pour ta propre entreprise, je sais que des gens le font. Moi, je pense que l'URSSAF serait pas très content de savoir ça, et que du coup, c'est du salaire déguisé, mais en tout cas, tu peux commencer par avoir une entreprise, t'es pas obligé de t'en salarier tout de suite. Et après, si tu es associé de ton entreprise, tu peux aussi te rémunérer d'autres façons à la fin de l'exercice avec des dividendes. Si tu en es mandataire socialement, tu peux aussi récupérer des sous en tant que mandat social, par exemple. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Ça peut évoluer. Mais par contre, oui, si t'es freelance et un statut de freelance clair et net et facture avec, et puis le jour où tu as une entreprise, faut en changer. Ouais, mais pour avoir vu d'autres témoignages d'entrepreneurs, a priori, tu es pas enfermé dans un statut à vie, tu peux complètement changer. Tu te rajoutes juste des paperasses et tout ça, mais c'est pas gravé dans le marbre, donc pas de stress. Mais effectivement, et comme tu le disais, Lola, toutes les associations, les réseaux, il y a plein de personnes qui peuvent aider, conseiller.
parce que clairement, on peut être vite perdu dans le dédale juridique. La question des associés qui est hyper intéressante. Comment tu choisis des associés? Est-ce que tu as un peu de ton expérience des bonnes pratiques et à l'inverse des choses à éviter? Alors, du coup, moi, j'ai monté mon entreprise finalement assez jeune et on était quatre. Et je pense qu'on on monte des boîtes à des moments de vie différents. Et moi, j'étais un peu. Enfin, il y a plein de choses que je voyais pas. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on avance dans la trentaine, on en sait un peu plus sur les relations humaines. Donc, il y a des choses sur lesquelles on ferait plus attention. Et sur mes quatre associés, il y en avait une avec qui on s'est séparés au bout d'un an euh, parce que humainement c'était difficile, professionnellement c'était difficile aussi, et je pense que ça c'est quelque chose où il faut faire attention aux qualités humaines des gens avec qui on s'associe et de savoir est-ce que c'est des gens qui sont prêts, on va dire vraiment à faire société, c'est-à-dire à faire des compromis, avec qui on arrive à communiquer, avec qui on arrive à dire genre là je suis d'accord, je suis pas d'accord, attends comment on peut trouver quelque chose qui fonctionne pour tout le monde, d'avoir aussi des champs et des terrains d'expertise qui se complètent et surtout des attitudes qui se complètent plutôt que des attitudes similaires. Maintenant qu'on n'est plus que deux associés, souvent, et c'est pas sur les mêmes sujets, mais avec mon associé, il y a vraiment le côté good cop, bad cop, par exemple, avec un client, et qui fait des ping-pong, et qui est intéressant parce qu'on n'a pas les mêmes limites, on n'a pas les mêmes façons d'interagir avec le monde tous les deux, mais c'est plus intéressant que quelqu'un qui par exemple, est comme vous, et qui serait... donc ce n'est pas un très bon ami, par exemple, ne fait pas forcément un très bon associé, et inversement. Donc voilà, faut voir où Swiffer se complète et quelqu'un avec qui on est capable de communiquer. Ouais. Et à la question de entre avoir un associé ou ne pas en avoir, t'as un avis là-dessus? Alors oui, moi je ne ferais pas ça seule. Enfin, je trouve, mais pareil, ça dépend des façons qu'on a de travailler. On peut aussi être seul et puis finalement avoir plein de gens autour de soi pour échanger et que ça fonctionne comme ça. Nous, on a vraiment, avec mon associé, maintenant ça fait 8 ans qu'on a associé, donc on a vraiment ce fonctionnement-là. Et on a besoin d'échanger sur tous les sujets et puis de faire le ping-pong et puis d'envisager. Et on trouve qu'on réfléchit plus vite à deux et qu'on réfléchit mieux parce que en fait et qu'on va plus loin parce que les exigences elles s'annulent pas, en fait elles s'additionnent sur un projet, et on n'a pas les mêmes choses à cœur. Ouais, moi je trouve que c'est bien. On a trouvé l'équilibre en étant à deux. Des fois c'est difficile parce que si l'une dit blanc et l'autre dit noir, comment on tranche? C'est là que c'est important aussi de pas être isolé, d'avoir des gens autour de soi, soit à qui on peut demander conseil, soit à qui on peut demander de trancher un peu arbitrairement. Donc, voilà. 3, ça peut être bien aussi. Et dernière question que j'ai pour toi, parce qu'on va arriver à la fin du live. Tout ce qui est événementiel de food, tu le gardes encore un petit peu? On va essayer, nous, on va essayer vraiment de faire en sorte qu'on puisse vivre des activités de salive uniquement d'ici l'été prochain, on espère. Mais je pense qu'on gardera toujours un peu cette casquette-là, de faire 1 ou 2 fois par an des projets de design, d'événementiel. Voilà, tous les ans, on fait Food Temple au carreau du Temple. Il y a des choses comme ça. Ouais, on n'est pas très. Il y a plein de gens qui vont dans un projet à fond, mais nous, on aime bien faire plusieurs choses dans la vie, donc on regardera. Et une autre question qui me vient pour Salive, donc qui est juste génial le concept. Tu as 3 promenades à Paris, c'est ça? On en a 5 maintenant. Donc 5 promenades à Paris. Ma question, c'est est-ce que, quel est ton objectif? Est-ce que c'est de faire que ça grossisse beaucoup sur ces 5 promenades? Est-ce que tu penses à peut-être embaucher plus pour pouvoir aussi faire dans d'autres villes de France? Comment tu vois le long terme? Le long terme, on se voit déjà. Donc là, pour l'instant, on est dans Paris Intramuros et nous, on veut commencer aussi à voir les départements autour. On pense que c'est intéressant et d'aller explorer notamment la Seine-Saint-Denis. Et de faire se balader les locaux, les franciliens là-bas. Et après, pour ce qui est d'aller dans d'autres villes, on veut
pas non plus, on veut pas débarquer dans une ville et dire ok on va faire un parcours. Donc on l'envisage plutôt sous forme de partenariat, donc de locaux qui sont déjà implantés, qui connaissent le tissu économique de leur ville, et nous de venir avec ce qu'on a développé, c'est-à-dire notre savoir-faire technique sur gérer la billetterie, gérer les parcours, faire en sorte que, parce que ça demande des savoir-faire de faire en sorte que les balades puissent être autonomes, tout ça. Et donc de plutôt travailler en collaboration avec des gens. Donc on commence à le faire. On ne sait pas exactement quand est-ce que ce sera mis en place, mais ouais, l'idée c'est de pouvoir aller dans d'autres villes de France et de proposer ce système-là. Génial. Merci beaucoup, beaucoup Lola pour ton partage. C'était hyper intéressant. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes à Rennes, en Bourgogne et à Nantes, peut-être que bientôt, vous verrez ça arriver. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, pour ton temps. Merci aussi dans le chat pour vos questions et toutes vos questions. C'était super. Je vois que tout le monde te dit merci dans le chat. Oui, vous allez recevoir le live en replay automatiquement parce que vous étiez inscrit. Et pour info, la semaine prochaine, on va poster l'intégralité des replays sur le YouTube de Chance. On fera aussi un post LinkedIn pour le dire, mais donc si vous avez loupé des replays, vous pourrez les retrouver l'intégralité la semaine prochaine. Voilà. Merci beaucoup Lola, et ça m'a donné faim. Et super, merci à tous, merci beaucoup, et puis bon prochain événement si t'enchaînes. Ouais, voilà. Tout à fait. Là, je pars avec une podcasteuse. Ah, super. Tu connais bien, alors. Salut. À bientôt. Au revoir.